Alors du coup, moi je me suis posé, on m'a posé cette question qui semblait importante des droits de l'enfant. Moi j'ai réfléchi, et c'est ce que j'ai proposé pour la table ronde de ce matin, c'est finalement les devoirs des parents à l'égard des enfants. Alors je dis des parents, mais en fait je suis partie sur le concept, l'idée de droit à l'éducation. En fait, un enfant, il a le droit d'être éduqué, et il y a plein de gens qui vont participer à l'éducation de l'enfant. Et donc, j'ai essayé de réfléchir de façon générale en quoi consiste cette éducation. Comme ça, vous avez l'étymologie. Je suis allée chercher en philo, on aime bien ça, aller rechercher l'étymologie, parce que ça nous dit beaucoup de choses en fait d'un mot. Et donc, l'éducation, c'est plein de choses en fait, son étymologie. C'est donc élever, nourrir, avoir soin d'eux. Donc ça va être tout ce qui va être effectivement le fait d'élever l'enfant et de lui donner les soins. Donc ça va être le care hein, qu'on doit à l'enfant. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est aussi faire sortir, mettre dehors, tirer hors. Alors c'est non pas évidemment éduquer, mettre dehors les enfants, mais c'est faire sortir finalement de l'enfant quelque chose. Alors la question ce sera qu'est-ce qu'on fait sortir de l'enfant, et du coup le rôle de l'éducation c'est faire sortir finalement l'enfant de l'enfance, c'est l'accompagner tout le long de son enfance pour l'amener à l'âge adulte avec une méthodologie, avec voilà, tout un tas de choses. C'est tirer du sein de la mère. Du coup, c'est ce qu'on va appeler le rôle de tiers, c'est-à-dire c'est aussi venir séparer quelque part l'enfant de sa mère, élever donc un enfant, mais élever aussi au sens, et on le verra ensuite dans les sens du bas, exaucer, élever en l'air, c'est-à-dire que c'est pas simplement élever dans le sens d'éduquer l'enfant, c'est aussi l'élever, on va dire, intellectuellement, c'est-à-dire remplir aussi l'enfant d'idées, de mots, etc. Boire, avaler, ça fait partie de l'éducation, donc c'est nourrir un enfant. Et enfin, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est épuiser le temps, passer le temps. L'enfant, c'est ça aussi, c'est un peu ce qui nous frustre quand on est adulte, c'est que l'enfant, il mange tout le temps, quoi. C'est-à-dire que quand on est petit, on est pressé de devenir adulte, on est pressé de devenir grand, et en fait, on ne se rend pas compte de tout ce temps qu'on a mangé, trop vite peut-être, parce qu'on était gourmand, et après, quand on est adulte, du coup, on trouve que l'enfant a trop épuisé le temps et on essaye de le retenir, quoi. Donc, il y a quand même cette idée de l'enfance, ça doit être un temps joyeux, un temps où on ne regarde pas passer le temps, en fait. Et dans l'éducation, il me semble que c'est un point qui va être important. Du coup, cette notion d'éducation, vous voyez, elle est tiraillée entre des choses, c'est-à-dire nourrir, c'est accueillir l'enfant, c'est le garder à soi aussi, parce que le nourrir au sein, c'est le garder près de soi. Et en même temps, on vous dit qu'il faut tirer l'enfant du sein de la mère. Du coup, on voit tout de suite que l'éducation va être prise entre des injonctions contradictoires. À la fois, il faut accueillir, prendre l'enfant dans ses bras, et en même temps, il ne faut pas se l'accaparer, il faut lui laisser une vie à lui. C'est ce qui fait que, de mémoire, c'est Freud hein, qui dit que ça en fait entre guillemets un métier, ou en tout cas une tâche impossible, l'éducation, avec le fait de gouverner. Pour parler d'éducation, je ne me suis pas embêtée non plus. Chaque fois on fait ça, on regarde qui a écrit sur l'éducation, et il se trouve qu'il y a un auteur, une autrice que j'aime beaucoup, et qui est Hannah Arendt, qui a écrit sur l'éducation, qui a écrit sur la crise de l'éducation. Et je suis allée voir ce qu'elle en dit pour commencer ce propos. Je vais te demander d'avancer encore un peu. Voilà. Hannah Arendt, elle dit ceci, elle dit accueillir l'enfant, en tout cas éduquer l'enfant, c'est ça. L'éducation est ce point où l'on décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Voilà le vaste projet qu'est l'éducation d'après Hannah Arendt. Premier point auquel on ne réfléchit pas forcément au départ, éduquer, c'est aussi accepter quelque part de jeter un enfant dans le monde. Et on voit par exemple chez les nouvelles générations cette hésitation en tout cas à avoir des enfants, et se dire, voilà, quand on voit la crise écologique, quand on voit les problèmes de violence, le monde dans lequel on vit, est-ce que j'ai envie d'être parent? Est-ce que j'ai envie de jeter
un enfant comme ça dans un monde qui me semble pas forcément adapté. Et donc, un refus du monde qu'on peut retrouver voilà, chez certains. Et du coup, dans ce devoir de l'adulte par rapport à l'enfant, il y a ça aussi, en fait. Dans quel monde je vais jeter mon enfant, en fait? Dans quel monde je vais l'emmener? Alors, évidemment, je ne le jette pas, il faudra que je l'accompagne dans ça. Mais il y a cette interrogation-là, et en même temps, c'est ce qu'on voit voilà, d'un point de vue démographique dans certains pays, ce refus de la procréation, ça amène des problèmes politiques. Enfin, voilà, c'est le cas au Japon, par exemple, où il y a un vieillissement très fort de la population, parce qu'il n'y a pas le renouvellement qu'apportent les jeunes générations. En tout cas, il y en a moins, parce qu'avec l'enfant arrive un regard nouveau sur le monde. C'est un regard qui est un regard neuf. Arendt nous dit chaque individu jette son regard à lui sur le monde, et donc accueillir l'enfant, c'est accepter qu'il jette un regard que je n'avais pas moi sur le monde, et accepter aussi qu'il me renvoie certainement un aveuglement que j'avais par rapport à mon monde, et c'est ce qu'on appelle parfois le conflit de génération, hein, le fait que entre générations on ne voit pas le monde de la même façon, et voilà, le conflit qu'on vit là tout de suite dans la crise, oui mais en temps de guerre, nous on ne se plaignait pas, et oui mais le temps de guerre c'était un autre monde, c'était un autre regard sur le monde, et là les ados, ils ne sont pas en temps de guerre, ils sont en temps de Covid, mais quoi qu'il en soit, ils ont le droit d'avoir un regard sur le monde qui est le leur aujourd'hui. Et donc, éduquer, c'est accepter de faire une place à un autre regard sur les choses. C'est accepter voilà, ce regard neuf. Pour autant, pour qu'il y ait un regard neuf, l'enfant, et c'est toute la difficulté, notamment de la nouvelle vision de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre la nouveauté et l'ancien. C'est-à-dire que pour avoir un regard neuf, il faut aussi que je connaisse un peu le regard ancien. C'est-à-dire que pour amener de la nouveauté, il faut aussi que je sache à quoi j'amène de la nouveauté. Donc, le risque de l'éducation, c'est aussi de dire à l'enfant, voilà, sois libre. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans la Familia Grande, par exemple, dans ce livre-là, cet abandon à la liberté. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça aussi. Lui dire, sois libre. L'enfant, il ne peut pas être libre si ce n'est pas par rapport à quoi, en fait. La liberté, c'est un processus, c'est une libération. Pour que l'enfant soit libre, pour qu'il ait des droits, il faut qu'il ait été accueilli et qu'on lui ait transmis des choses. En fait, c'est par rapport à une transmission que l'enfant va se libérer, que l'enfant va s'arracher à quelque chose. Du coup, en philo, on nous dit l'enfant, c'est un être particulier, c'est un être qui est à la fois fini et infini. Fini parce qu'il arrive au monde, et quand il arrive au monde, quelque part, la naissance lui donne une finitude. Il y a un philosophe qui s'appelle Paul Audi, et Paul Audi, il dit finalement, l'enfant, il est confronté, c'est un être qui va être confronté au long de son éducation à 4 finitudes. Et la première finitude à laquelle on pense, évidemment, c'est la mort. C'est à partir du moment, un philosophe très gai qui s'appelle Heidegger dit, un enfant, à partir du moment où il naît, est déjà bien assez vieux pour pouvoir mourir. La réalité, elle est celle-là, c'est que être jeté dans le monde, c'est être aussi devenir, ce que dit Heidegger, un être pour la mort. L'existence, elle commence, mais elle devra finir. Première finitude. Mais Audi nous dit, non, c'est pas celle-là, la première finitude. La première finitude, c'est celle de la naissance. J'ai pas demandé à naître, et je n'ai pas demandé à naître, troisième finitude, on va y venir, comme je suis. Et du coup, la première responsabilité de l'adulte, c'est d'assumer ce choix que l'enfant n'a pas fait et qu'il devra lui aussi assumer toute sa vie, celui de sa naissance en fait. Et que des fois les enfants choisissent de reprendre avec la question du suicide, c'est une façon de dire je t'avais rien demandé et du coup je reprends ce que je n'avais pas. C'est mon ultime liberté finalement. Je n'avais pas demandé à naître, mais par contre je peux choisir de mourir. En fait. Mais ça n'enlèvera pas la première finitude. Je ne peux pas choisir, quoi qu'il en soit, de ne pas être né en fait. Et donc la première responsabilité de l'adulte, c'est d'assumer ce choix qui est d'avoir fait naître un enfant dans ce monde-là et de devoir en répondre en fait. Du coup, ça pose la question de la dette. On dit l'enfant est en dette par rapport à ses parents. Et Jonas, qui est un philosophe aussi contemporain de la responsabilité, dit non, c'est pas ça. Celui qui est responsable, c'est le parent. C'est le parent qui doit répondre du choix qu'il a fait, finalement, de jeter l'enfant dans ce monde. Et donc, le côté contenant du parent, il est en réponse avec ce choix voilà, d'avoir fait naître des enfants. Les 2 finitudes, naissance et mort. Troisième finitude, le soi, SOI. Je n'ai pas choisi à être comme je suis. Et je devrais, en grandissant, apprendre à faire avec qui je suis, en fait.
ce que je n'ai pas choisi, et je ne pourrais pas être quelqu'un d'autre que moi, en fait. Et donc, le parent, il va devoir aussi, ou l'éducateur, ou m'accompagner dans cette découverte du moi. Qu'est-ce que c'est que le soi et comment je construis le soi. Et enfin, quatrième finitude, le réel. Le monde est tel qu'il est. Je ne pourrais pas le changer non plus. Et c'est toute la violence du passage de l'enfance à la préadolescence. Quand on est petit, vous savez, les enfants, on leur demande qu'est-ce que tu voudrais faire. Et quand ils ont 4-5 ans, ils vous disent des trucs géniaux, genre princesse, je voudrais être, je sais pas moi, chanteuse, enfin, ou chanteur, enfin des trucs rigolos, quoi. Et on dit, oh, c'est trop mignon. Si à 15 ans, par contre, il vous dit, ou elle vous dit, je voudrais être princesse, on dit non, tu as dit un vrai métier, quoi. C'est pas un vrai métier, princesse. Vous voyez, le passage de l'enfance à l'âge adulte, il se passe comme ça. Il faut que tu assumes le réel. Le réel, c'est que tu ne peux pas être princesse. Donc, tu chantes mal, tu ne peux pas être chanteuse, donc il faut faire un autre métier, quoi. Ça, c'est la violence aussi de l'éducation. Et donc, il faut accompagner l'enfant. Il doit être contenu, en fait. Donc, du coup, il est face à la finitude. Et donc, je dois le recevoir, en fait. Je dois l'accueillir. Et c'est la leçon de l'humanitude dont on entend beaucoup parler auprès du public vieillissant et finalement peu dans l'enfance. L'humanitude, c'est quoi? C'est aussi accueillir à travers 4 piliers. Comment est-ce qu'on accueille cet enfant qui est jeté dans un monde où il n'a rien demandé? Enfin, ces 4 piliers, vous savez, c'est le regard, regarder l'enfant. Et donc, un regard, on dit l'humanitude, c'est un regard à 25 cm. Donc, pas un regard qui est collé non plus, mais un regard qui n'est pas trop lointain non plus. Un regard qui permet à l'autre de dire « je te regarde, c'est toi que je regarde. » Et ne t'inquiète pas, je suis vigilant à ce que tu fais, à ce que tu deviens. Le toucher, mais un toucher contenant, pas un toucher utilitaire, pas un toucher intrusif, un toucher qui me permet de prendre conscience de mon corps. Parce que, et c'est le drame de ce qu'on vit là tout de suite, si je ne suis pas touchée, comment je sais que j'existe encore et comment je sais quelles sont les limites de mon corps en fait. Je prends conscience de mon corps parce que je suis touchée en fait. Et je prends aussi conscience de ce qui ne doit pas être touché. C'est-à-dire de ce à quoi l'autre doit maintenir une distance qui n'appartient qu'à moi. En fait. Le toucher, il va amener les limites entre moi et l'autre. En fait. Donc j'ai dit toucher, regard. Troisième pilier de l'éducation, la verticalité. Un être humain, c'est un être qui marche sur ses 2 jambes, en tout cas la plupart du temps. Et donc la verticalité, elle peut être physique, mais c'est surtout aussi l'éducation, c'est nourrir à la fois le corps, mais aussi l'esprit. Et donc, c'est permettre à l'enfant, on l'a dit, de s'élever. C'est ça l'éducation. 4e pilier, la parole. Et on y viendra, infans, c'est le latin, c'est celui qui ne parle pas, celui qui est privé de la parole. En fait. L'enfant ne parle pas. Et c'est aussi ça qui va être important dans la problématique qui nous occupe ce matin, c'est qu'il faut que je dote l'enfant de mots pour qu'il puisse dire ce qu'il vit en fait. Et donc, éduquer, c'est une grande partie ça, c'est autoriser la parole, auctoritas, l'autorité c'est ça, c'est autoriser la parole de l'enfant et lui donner les mots pour qu'il puisse expliquer ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Parce que tant que je n'ai pas mis les mots, que je ne l'ai pas rempli de ces mots-là, finalement, il ne pourra pas exprimer le ressenti de son corps. En fait. D'où l'importance de cette question de la verbalisation de l'inceste. Parce que tant qu'il n'y a pas les mots, et c'est le principe de MeToo, hein, moi aussi, ce n'est pas à l'adresse des autres, le MeToo. C'est pas, ben, sachez que moi aussi, il est d'abord adressé à moi. En fait, moi aussi. Et je n'avais pas de mots pour la réalité que je vivais. Ça, c'est donc pour l'acte qui vient de l'autre. C'est aussi pour ce que je ressens de l'intérieur. C'est ce que disent sur la question du genre, par exemple, ceux qui se sentent garçons dans un corps de fille et qui jusque-là ne comprenaient pas ce qui clochait en eux. Et quand on vient mettre des mots, ils se disent « ça alors, MeToo, moi aussi en fait ». Et qui, du coup, c'est rendre pensable celui qui est né impensable. En fait. C'est ça, éduquer aussi, c'est donner le droit à l'autre de se penser avec des mots. Du coup, j'accepte de prendre la parole. Encore un petit peu, s'il te plaît, Sylvette. Voilà. L'éducation, Aristote nous dit une vertu, c'est un truc qui va être un équilibre entre 2 dangers. Parce que, certes, l'enfant, je vous l'ai dit, il faut le finir, quoi, il faut lui donner un contenu, mais l'enfant, c'est aussi un être infini. Lévinas nous dit, quand je rencontre l'autre, je rencontre l'infini. C'est-à-dire qu'un enfant, je peux le projeter, vous savez, c'est l'enfant idéalisé, mais l'enfant réel, quand il arrive,
il arrive avec ses surprises, avec ses angoisses, avec... Il faut lui laisser cette part-là, en fait, avec tout ce que je n'avais pas attendu de l'enfant. Et c'est aussi ce que nous dit Badinter. C'est pas parce que j'aime pas mon enfant au départ quand il est dans mon ventre, parce que je l'aimerais pas du tout. Il va se passer un truc le jour de la rencontre auquel je ne m'attendais pas et qui peut-être va créer le lien, ou inversement, qui peut-être, je pensais que j'aimerais très fort mon enfant et au moment de la rencontre, il y a un truc qui ne se passe pas. Quand je rencontre l'autre, je rencontre l'infini chez l'autre et en moi aussi. L'enfant, il me fait ressentir des choses que je n'aurais pas imaginées, qui peuvent être négatives, parce qu'on ne le dit pas, mais c'est important de le verbaliser. Souvent, c'est du positif, mais ça peut être aussi des émotions négatives. Et donc, c'est important de dire, je me découvre en même temps que je découvre l'enfant. Et l'enfant, il faut lui laisser sa part d'infini, c'est-à-dire sa part de renouveler le monde, de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Du coup, il faudra sans arrêt faire un équilibre entre deux choses. L'abandon, ce serait dire, ben voilà, t'es infini, t'es un être. Et je trouve que dans la Familia Grande, pour ceux qui l'ont lu, on ressent un peu ça. Cet abandon de l'enfant à sa liberté. Ben, il faut que tu sois libre. Et du coup, comme il faut que tu sois libre, je ne vais rien te dire. Je ne vais pas te dire comment tu dois penser les choses. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, elle lui dit quand même qu'elle doit être libre, donc elle ne doit pas allaiter son enfant, elle doit pas. Mais il faut que tu sois libre, c'est une injonction, mais du coup, c'est un abandon. Bachelard nous dit au vertige de l'infini. Cet enfant est abandonné au vertige de l'infini et il ne sait pas quoi faire en fait. Il se sent aussi rejeté du monde des adultes parce qu'on ne l'aide pas à rentrer dans les codes de l'adulte qui sont des codes compliqués à comprendre, comment les choix sont construits, etc. Vertige de l'infini. Donc ça, c'est l'abandon. Mais il faut faire attention, il y a un autre vertige, une autre tentation qui serait l'accaparement. Mon fils, ma fille, mon enfant. Et du coup, ce qui va au maximum dans l'inceste, un objet que je prends, que j'utilise, puisque vous savez que le code napoléonien était quand même pas, nous aidait pas beaucoup là-dessus, quoi. L'enfant, c'est la propriété du père qui en fait ce qu'il veut, en fait. Ça, c'est un accaparement. Je fais ce que je veux de l'autre. L'autre, c'est un individu qui s'appartient à lui-même. C'est trouver ce juste équilibre, l'aider à s'appartenir, parce que si je lui dis tu t'appartiens, il n'est pas encore construit, du coup, je l'abandonne. Mais si je me l'accapare et que je lui dis tu m'appartiens à moi parce que tu es mon enfant, eh bien, du coup, je ne laisse pas la part d'infini exister. Une part aussi entre exploration et exploitation. Un enfant, il explore, donc il lui faut un cadre contenant pour qu'il puisse aller tester des choses en fait, et revenir dans cette famille qui devrait le contenir et donc lui permettre d'aller faire les pas à l'extérieur. Le rôle du doudou. Il part avec son doudou dans le monde, mais il part avec un bout de la famille, quoi. Mais il va explorer et il reviendra. En fait. Ça, c'est l'exploration. Il explore et ensuite, il faudra qu'il exploite, c'est-à-dire qu'il fasse quelque chose. C'est le rôle de l'éducation. On vous donne plein de petites miettes de petites choses et après, à vous d'exploiter le domaine qui vous plaira le plus. En fait. Et c'est un juste équilibre parce que si je dois exploiter tout de suite, je n'ai pas assez de miettes, tout petit. Et donc, il faut que je puisse explorer. Mais si je fais qu'explorer, au bout d'un moment, je ne construis rien non plus. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Et enfin, le dernier, j'en avais dit un petit peu, le juste équilibre aussi entre nouveauté radicale, l'enfant rénove le monde, et en même temps, il ne peut pas rénover le monde à partir de rien. Du coup, il faut quand même lui donner un socle commun. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Qu'est-ce que c'est que... et notamment, ce socle commun, c'est OK, chaque famille fonctionne comme elle veut, mais il y a quand même un socle commun et un socle d'interdit commun. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un enfant, peu importe le fait que, que je l'aime, qu'il y a un socle commun qui fait que, par contre, on est tous d'accord pour dire ça, c'est interdit. Et du coup, c'est ce juste équilibre entre l'innovation que représente l'enfant dans une famille et en même temps le socle commun qui est la société. Du coup, il faudra faire sans arrêt cet équilibre entre finitude et infini. Et souvent, j'aimais cette hypothèse en tout cas, quand il y a un défaut d'éducation, quand il y a une violence faite à l'enfant, elle se fait sur un excès, finalement, il y a un non-travail de vertu d'Aristote, c'est un excès entre accaparement ou un excès d'abandon. C'est-à-dire, soit j'ai traité l'autre comme un objet, violence à l'enfant, soit à l'inverse, je ne me suis pas appropriée, mais du coup, je ne l'ai pas nommé, je ne lui ai pas donné de nom, je lui ai pas donné, et du coup, je ne lui ai pas donné forme à l'enfant non plus, et donc je l'ai complètement abandonné, et donc livré soit au monde des enfants, qui est un monde un peu impitoyable parfois, soit à un monde des adultes pour lequel il n'a pas de clé,
et donc dans lequel il va errer quelque part toute sa vie. Voilà pour ce que je pouvais vous dire en quelques minutes de l'accueil de l'enfant, et puis laisser la parole à quelque chose de plus concret, j'imagine. C'est à moi. Tout à fait. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Comme le disait Sylvette, moi je ne suis pas un professionnel du monde de la santé, parce que j'étais un professionnel, ça aurait été plutôt du côté des porteurs de pyjama, en fait, même si ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. C'est heureux, hein. C'est du travail qui a dû être bien fait quelque part. Ça fait quelque chose de rassurant. Donc effectivement, la remarque que j'avais émise sur l'aspect des droits, c'était c'est ballot, parce que souvent quand on est gueule cassée à l'âge adulte, c'est que dans son parcours d'individu, d'enfant, adolescence, pas adolescence, il y a des droits essentiels et fondamentaux qui n'ont pas été respectés ou bafoués, et que du coup ça peut organiser quelques dysfonctionnements plus tard. Vous aurez dans ce que je vais vous lire, j'essaie de ne pas faire une lecture monocorde, quelques éléments de mon parcours en fait, qui m'amènent à penser tout ça, en fait, et je me suis articulé sur quelques dates clés, et notamment la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Je ne suis pas revenu sur le processus qui avait conduit les États en arriver là, mais elle date de 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution française. C'est dire si on aura fallu du temps. C'est dire. Les adultes s'écharpent aujourd'hui pour savoir, prévoir, calculer, programmer en quoi ce sera pire pour les générations futures. Ben mince. Moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Le droit n'étant pas rétroactif, depuis l'existence de cette convention, le tableau que l'on peut dresser de la condition des enfants dans le monde, de leur mère, de leurs parents, légitime certaines recherches de compréhension. À quel moment ça a basculé pour que, en fonction d'où on regarde les choses, on peut tout peindre en noir et on peut lister des situations qui sont catastrophiques. Avec la question, c'est n'avons-nous pas fabriqué plus de bombes à retardement avec ces psychismes broyés, l'intégrité physique détruite, tout cela fruit également de l'activité humaine et donc du monde adulte, pour satisfaire des appétits prédateurs, quels qu'en soient les proies et le domaine de prédation. Vous voyez la situation des enfants soldats dans les zones de conflit où les pires exactions placent des millions de personnes dans la terreur, la prostitution dans les bidonvilles, au tourisme sexuel en passant par le lichetonnage plus près de chez nous. Ils sont parfois boucliers humains, ils ouvrent des chemins où les mines ont été semées. Du fond des mines, ils extraient tout ce que nos conforts demandent, et ces besoins sous-entendent parfois en plus la destruction de leur espace de vie et de leur culture. Il y a ceux qui fuient les bombes, les guerres, en traversant déserts, montagnes, lacs, mers, océans, dans des conditions que des marins professionnels, des randonneurs n'accepteraient pas, pour être reconduits aux abords de nos côtes, de nos frontières, par des haineux de services qui transgressent là aussi plusieurs conventions internationales. Et ils font ça en étant à la merci de marchands de misère. Les millions d'enfants ont faim, soif, froid, n'ont pas accès à l'éducation, aux apprentissages, aux soins, à un toit, une maison, où du coup le moi ne peut donc pas exister. D'autres vivent dans des zones où bientôt il fera trop chaud pour y rester. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, à l'hygiène. Bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a des choses qui s'arrangent, que les choses progressent, mais au final, et j'ai regardé les chiffres, je ne voulais pas mettre de chiffres dans tout ça parce qu'on compterait par centaines de millions, par milliards, etc. Et dans les contextes qu'on vit, on va essayer de ne pas quelque chose de pas trop noir, même si ça est déjà pas mal. Certaines choses progressent, mais le monde des adultes qui organise, qui est signataire de tous ces accords dits protecteurs des populations, et plus particulièrement dans le cas qui nous occupe celui des enfants, ce que le monde des adultes ne s'est pas discrédité plus qu'autre chose. J'ai arrêté de plomber l'ambiance, mais les exemples ne manquent pas. Parler du respect de l'autorité, de sécurité, quand le constat même de tous ces carnages nous interdit de reconnaître que l'activité humaine responsable de ces désastres place les enfants dans une situation d'esclaves des caprices d'adultes à quelque chose de décalé. Vous savez, une expression qui dit « il ne faut pas s'étonner de reprendre de la merde à la figure quand on la jette sur un ventilateur ».
On n'est pas loin d'être là. D'ici, donc, en vous exposant certains éléments de mon parcours, il m'est facile d'imager comment les brèches ouvertes dans l'enfance par l'arme des violences sexuelles entravent, entachent, détruisent quantité d'aspects de la vie. D'une adolescence placée sous l'emprise d'un pédophile violeur jusqu'aux relations sexuelles tarifées dans de nombreux ports d'escale maritime sur les pourtours de l'océan Indien et du Golfe Persique entre avril 90 et avril 91, la perception d'avoir été des deux côtés de l'indicible, victime un temps, bourreau un autre, sont des temps destructeurs. La visualisation des misères d'ailleurs remuait tant de choses en moi. Et à mesure que je vieillissais, à l'époque, j'ai encore vieilli depuis, une dérive s'installait. De ces temps matriculaires, en lien de subordination avec le ministère de la Défense, les armées aujourd'hui, sur une petite quinzaine d'années, auront organisé des entrechocs de chaos, un carnage psychique qui m'ouvrait grand les portes de la psychiatrie début 97. Et visiblement, je ne suis pas tout à fait sorti, puisque on est encore à en parler. Et, c'est un tout, c'est des grands ensembles. Ces mêmes temps, pour vous dire, n'existe pas dans mon relevé de carrière pour faire valoir d'éventuels droits à la retraite le temps venu, si jamais j'y arrive, si jamais ce concept même existera encore. Je reste dans l'enfance et aujourd'hui, tout ce qui faisait ce que j'étais, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue enfant, ça n'existe pas. Donc, les abus sexuels prescrits, quand le parcours professionnel dilué dans je ne sais quoi, à un moment, rien ne semble exister ou avoir existé. Malgré tout, j'en serais presque à dire que c'est un privilège d'être en vie pour exprimer ceci, une chance d'y être invité, merci, et une chance d'avoir usé des forces et de formes de liberté pour se donner le temps, même aider, soutenir, accompagner, et surtout même tout cela à la fois pour tenir le coup, parce que parfois il s'agit de ça, il faut tenir le coup pour donner les forces et les outils pour comprendre comment donc, ces brèches ouvertes dans l'enfance se perpétuent et parfois s'amplifient à l'âge adulte si elles ne sont pas très tôt prises en charge pour accéder à des outils de gestion des troubles que cela organise. Une gestion qui s'organise dans la compréhension de soi, pour soi, mais aussi pour les autres et les interactions qui s'entretiennent ou pas. S'il est facile de prendre des chemins ascendants vers des dimensions psychiques peu souhaitables qui nécessitent une prise en charge d'urgence, retrouver des chemins pour reposer les pieds sur terre est parfois beaucoup plus compliqué. Je vous l'ai dit, les viols, la prescription des viols subis durant l'adolescence, quand ils sont devenus une des sources, une des causes probables de ce que je devenais dans cet hôpital, aura amplifié le choc. Il fallait et il faut encore vivre avec ça. Il n'est donc pas si mal que le droit évolue, même s'il reste peu clair sur les limites des transgressions. Un viol d'enfant reste pour moi un viol d'enfant, quel qu'en soit le contexte familial, humain, social, culturel, géographique, économique, professionnel, culturel ou sportif. Le viol est une arme de guerre également, utilisée délibérément parce qu'on sait les carnages qu'ils organisent dans le psychisme. L'entière responsabilité repose donc sur le monde adulte qui organise celui-ci, d'où qu'il soit. Et c'est un choix de société que d'en prendre conscience, d'en prendre la mesure. La part d'humanité qui disparaît à chaque viol est bien trop grande pour ne pas laisser indifférent ni le rester. Et l'extrapolation de mon parcours à l'échelle du monde, de la planète, sur celle de mon temps de vie, un petit peu plus d'un demi-siècle, tous ces broyages d'enfance me donnent quelques vertiges. Parler aller au monde, des fois, c'est jamais de quel côté ça peut basculer. Et il est parfois heureux que les chimies viennent apaiser ces tourments en dépit des effets secondaires de leur dangerosité. Ce sont là des risques choisis, acceptés dans leur ensemble, bien plus que d'avoir été pénétrant lors de mes premières expériences sexuelles, à un âge où le consentement n'est pas acquis. Le fait d'être consommé comme un objet accaparé du coup, le fait d'être consommé comme un objet sexuel ne tient pas du choix, mais d'une contrainte non perceptible. Des mécanismes occultes de perversion qui se feraient un chemin dans le contexte de vie.
et l'espérance de vie potentiellement réduite par les violences subies, non ou mal prises en charge, les addictions, les indifférences, l'amiante, par l'idée d'aller au-delà d'inacceptables grilles des énergies capitales. Vivre une guerre, même petite, à 20 ans, ne donne pas envie de la refaire, surtout quand j'évalue l'ampleur du carnage. Encore une fois, à ma seule échelle, et pas uniquement sous l'angle des violences faites aux enfants, aux femmes. C'est notre histoire. L'ultra-marchandisation des activités humaines en 30 ans aura fait des corps les exécutants numériques de la capricieuse et riche vie d'autrui. Les corps sont devenus des produits circulant avec du gratuit prêt à penser à la merci de prédateurs. La durée du recul nécessaire à la compréhension de mes plaies qui sont antérieures à l'ère du tout numérique me laisse donc interrogatif quant à celle que l'on ouvre aujourd'hui dans les sociétés du clic facile, des peurs qu'elles génèrent, des incompréhensions qu'elles fabriquent, instruisent, optimisent. Et la trentaine d'années qui nous séparent de la Convention internationale des droits de l'enfant, la sortie de la guerre du Golfe et l'état du monde qui en découle me laisse dubitatif quant à la crédibilité des gestionnaires du monde à respecter les textes qu'ils édictent. Et s'il n'y a rien à espérer du désespoir, il me paraît opportun de porter quelques exigences face à vous et aux administrateurs du monde avec la magie d'Internet. Le vaste champ des violences faites à l'enfance, aux enfants, et leurs conséquences psychosociales, sanitaires, les souffrances et les détresses qu'elles véhiculent à travers le temps ne permettent pas la fabrication d'une paix durable. C'est même un sujet qui empoisonne plus qu'il n'apaise. D'où je travaillais, d'où je venais, avec l'engagement qui était le mien dans la société civile avant d'entrer dans une forme de folie au besoin d'être hospitalisé de nombreuses fois en urgence, n'aura pas suffi à faire valoir pour moi des droits premiers et essentiels. C'est dire ce que ce doit être beaucoup plus compliqué pour quantité d'autres qui n'ont pas un statut plus solide, on pourrait dire, que celui d'ouvrier d'État qui était le mien à l'époque. Le constat des flots de discrimination qui ponctuent les années post-hospitalisation ne tiennent pas dans le temps imparti pour cette expression, mais cela fera dans les prochains mois l'objet de publication. En bref, quitter la grande nette pour rejoindre la grande sourde, la société civile, me conduit à courir après des bouts de vie. Et en disant cela, je n'articule ni dans la vindicte ni dans la vengeance, mais plutôt dans l'idée de proposer un regard, une analyse qui permette de créer des outils d'accompagnement, de prise en charge, qui simplifient la vie des soignés, des soignants, pour les urgences qui peuvent se présenter et les difficultés du quotidien. Encore une fois, la notion de responsabilité est associée à l'adulte, et c'est donc à eux, adultes, de prendre la mesure du travail à effectuer, que ce soit dans les outils législatifs, les moyens humains, financiers, structurels. La nécessité de faire respecter les droits de l'enfance, de l'enfant, apparaît non négociable, mais s'intègre également dans d'autres modèles et projets de société que celle à laquelle on nous demande d'atterrir parfois par la contrainte, souvent. Ce sont aux adultes, pas seulement d'en décider, mais de passer à l'acte. Décider de passer à l'acte serait mieux. Ça pourrait rassurer les enfants sur le monde adulte, sur les adultes, et bien entendu, la moindre des choses, si on regarde le panel des violences, des carnages, j'appelle ça des carnages organisés à l'échelle, constatés à l'échelle de la planète. Il faudrait donc tout autant affecter des moyens de pression contre la perversité du monde adulte pour que les violences maltraitances faites aux enfants tendent vers zéro. Ce n'est pas là une manière ni une envie de fabriquer des enfants rois, vous savez, à qui tout serait permis, faire et dire n'importe quoi, mais le monde qui fonctionne nous y a déjà conduit. Donc, c'est une remarque, ça n'a rien de dire que ça va se passer comme ça, alors que c'est déjà comme ça. Appeler à la raison, bah oui, ça reste un crime. Et avec ce que l'on sait aujourd'hui sur les conséquences, l'aspect qui puisse être délibéré serait pour moi évoqué. L'inactivité, l'inaction du monde adulte devient alors de la non-assistance à personne en danger. Et au-delà des personnes, on dit que l'humanité est en danger à cause du dérèglement climatique, mais la condition de l'enfance à l'échelle de la planète, à mon sens, met l'humanité en danger. C'est très personnel, mais ce sont les adultes qui organisent le monde. Nier ces constats, ces évidences, et vouloir fixer des objectifs, proposer des modèles de société où le pire restera permis, n'élève pas le genre humain. Et c'est donc là qu'on se surprend à lui jouer du bien. Attiré par la manière dont le législateur aura traité le sujet sur l'âge de la majorité sexuelle notamment, et les manières de partitionner les viols, donner
ouais, c'est sectorisé, le viol. Il me semble que ce sont les enfants qui doivent ou devront encore se défendre face aux lacunes de la loi et aux carences comportementales des adultes, alors qu'il faudrait entrer violemment en rupture dans l'attitude et le comportement adopté face au viol d'enfants et plus globalement aux violences faites aux enfants, aux mères, aux parents. Les tergiversations et les débats sur le sujet ne m'inspirent pas grand-chose de bon. Peut-on avoir une belle image du monde des adultes qui le gèrent, l'administrent, le développent si tous ces sujets sont traités à la marge? Et du coup, c'est heureux que sur la place publique, de temps à autre, ce sujet puisse être évoqué parce que on voit bien que ça glisse, ça dérape, ça dérive. À mon sens, non, non, non. Le respect de l'autorité que beaucoup revendiquent ne peut avoir de sens que si les institutions qui en usent d'autorité prennent la mesure des souffrances enfouies dans les populations face au crime qu'est le viol d'enfants, du viol de l'enfance, aux violences dans leur ensemble et des impasses dans lesquelles conduisent l'indifférence. Merci de votre attention. Et on pourra revenir sur quelques points. Mais voilà, ça a évoqué pour moi ce sujet du droit qui est plus une vision globale à l'échelle de la planète. On peut peut-être citer les deux réactions que ton texte a apportées, là, de Monsieur Dupont de l'association Le Papillon. Donc, bonne nouvelle, il nous entend bien. Donc, si seulement 0,3% des violeurs sont punis, est-ce qu'il n'y a pas également un certain regard à porter sur les carences de la justice? Enfin, puisqu'il n'y a que 0,3% des violeurs. Des carences comportementales du monde adulte, qu'il soit de la justice, peu importe. Lui, il rappelle qu'il y a trop peu de violeurs punis et que la justice a travaillé. Et que les sociétés occidentales sont coupables du travail forcé des enfants de par le monde. Merci Caroline. Je ne suis pas sûr que les sociétés occidentales aient l'apanage de l'esclavagisation des enfants pour accomplir quantité de tâches. Eh ben, on pourra lui répondre peut-être après, tout à fait. Merci Franck. On a échangé sur cette question-là, c'est un sujet complexe, cette question de l'interdit de l'inceste. Et c'est vrai que bon, j'avais envie, je vais vous parler de la famille Grande. Oui. Julie en a parlé également. Effectivement, c'est mettre sur le devant de la scène une question qui existe depuis très longtemps. On voit bien. Et ce qui peut être même inquiétant, c'est quand on voit que Eva Thomas avait écrit dans les années, je crois que c'est 1986, Le viol du silence. Christine Angot avait écrit L'inceste en 1999. Elle remet ça en 2012 avec Une semaine de vacances. Il y a un an, avant la sortie du bouquin de Kouchner, c'était début janvier 2020, Springora sortait Le consentement. Alors, on voit bien que toutes ces choses dont viennent, est-ce que la page ne se tourne pas? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser, et c'est la question qu'on s'est posée, nous, au niveau de l'association dans laquelle je travaille. Donc, j'ai repris quelques points sur cette question-là. J'avais sur ma table au cabinet, hier, j'avais un patient qui voit le livre, il me dit, vous lisez quoi? Je cite le titre, il dit, ah oui, Une histoire sordide. Oui, c'est vrai, c'est une histoire sordide, cette histoire de la famille Grande, cette violence, cette question de la transgression. Et en même temps, ça fait quand même quelques années que j'écoute pas mal de patients, parce que j'ai au moins un tiers de personnes qui viennent me voir aujourd'hui, et bien qui viennent me parler d'un abus sexuel, qui viennent parler de l'inceste. C'est quand même extrêmement, extrêmement fréquent. Et ce que j'ai appris, moi, avec le temps, c'est que c'était aussi extrêmement complexe. C'est-à-dire que si ça pouvait se réduire avec d'un côté l'agresseur, puis de l'autre la victime, tout irait bien. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on voit bien d'ailleurs, même si on va de ce côté-là, ça va laisser des traces souvent. Ça va laisser quelque chose qui va, avec le fil du temps, se répéter d'une manière ou d'une autre, ou qui va s'exprimer par un symptôme qui vient dire le malaise. Donc c'est un peu toutes ces choses-là dont je vais essayer de vous parler rapidement. Et puis de cette proposition qu'on a faite, qui est une proposition pas simple, de grande envergure, puisqu'on vise la Constitution, c'est-à-dire cette idée de pouvoir dire qu'il faudrait inscrire l'interdit de l'inceste dans la Constitution.
Ça a été l'objet de l'échange que j'ai eu avec Sylvette sur cette question-là. Donc, je vais reprendre quelques passages de la Familia Grande et puis vous donner quelques éléments. Alors, une autre chose, c'est qu'effectivement, comme je le disais, je suis psychanalyste, donc c'est de ce côté-là. Et vous savez bien que les psychanalystes, ce sur quoi ils travaillent beaucoup, c'est sur la question du fantasme, de l'imaginaire. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes qui vont être là, c'est effectivement le fantasme d'agression, de meurtre, dont je vais vous parler, qui existe, mais qui est dans la nature humaine. Tout un chacun est tout prise avec cette question-là. Et puis la question de l'inceste. Donc, Le Monde de janvier 2021 rapporte que dans un sondage Ipsos, j'aime pas trop les chiffres, mais bon, réalisé en novembre 2020 par l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 affirme avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. 5 à 10% des Français ont été victimes durant leur enfance d'une violence. 80% des cas, ça s'est passé dans l'enceinte et au sein de la sphère familiale. L'inceste, et ça on ne le dira jamais assez, dévastateur et souvent tabou. Les garçons, mais surtout des filles, dans tous les milieux sociaux sont concernés. La première agression survient, dit cet article du Monde, en moyenne à l'âge de 9 ans, et dans l'immense majorité des cas, les auteurs sont des hommes. Il est difficile de cartographier une personnalité comme ça, qui commet l'acte incestueux. Je vais reprendre un petit passage de la Familia Grande. Victor m'a demandé de venir le voir dans sa chambre. C'était après la première fois. Quelques semaines après, je crois, il m'a emmené en week-end, tu te souviens? Là, dans la chambre, il est venu dans mon lit et m'a dit, je vais te montrer. Tu vas voir, tout le monde fait ça. Il m'a caressé et puis, tu sais, je connais mon frère. Il est apeuré, plus qu'emmerdé de me parler. Il guette mon regard, essaye de savoir. C'est mal, tu crois? Ben non, je crois pas, puisque c'est lui, c'est forcément rien. Il nous apprend, c'est tout, on n'est pas des coincés. Mon frère m'explique. Il me dit que maman est trop fatiguée. On lui dira après. Ses parents se sont tués par suicide. Faut pas en rajouter. Là, je suis bien d'accord. Il me dit aussi, respecte ce secret. Je lui ai promis. Alors tu promets. Si tu parles, je meurs. J'ai honte. Aide-moi à lui dire non, s'il te plaît. Et parfois, je ne sais pas s'il faut se fâcher. Il est si gentil avec moi, tu sais. On voit bien, ça pose bien le décor de cette question-là. Quelques lignes extraits de la Familia Grande de Camille Kouchner. Cette publication qui a mis la France en émoi, qui a été relayée par les médias, les réseaux sociaux. Camille Kouchner qui venait nous dire, en fait, l'inceste, ça fout en l'air une famille. Le 4 janvier 2021, toujours dans le journal Le Monde, dans la Familia Grande, publié au Seuil, donc le jeudi 7 janvier, la juriste Camille Kouchner accuse son beau-père d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents. Le célèbre constitutionnaliste a démissionné de la Fondation nationale des sciences politiques. Ce beau-père, si longtemps secouru et politiste, son épouse, Evelyne Buisier, une spécialiste de l'histoire des idées politiques, décédée en 2017. Sa fille, Camille, née d'un premier mariage avec le pionnier de la médecine humanitaire, l'ancien ministre Bernard Kouchner. Camille Kouchner a voulu, même si les faits en question sont frappés de prescription, rendre compte de l'emprise exercée selon elle par cet homme qui les a en partie élevés, elle et ses frères. Pourquoi aurait-il le droit de vivre, dit-elle, hors de cette réalité quand moi, elle me hante? Alors, révélons que cet événement traumatique, révélé par les voies de la littérature, vient soulever rien de moins que la mise en danger de ce qui est au cœur de l'humanisation, la transgression de l'interdit de l'inceste. En fait, je vais vous parler de ce que Julie a évoqué en tirer l'enfant du sein. Deux interdits fondamentaux. Souvent, on en donne trois. J'en retiendrai deux. Deux interdits permettent le vivre ensemble.
celui du crime, de l'inceste, et le troisième, c'est le cannibalisme. Donc, expliquer en peu de mots ces interdits fondamentaux que sont l'inceste et l'acte meurtrier prend le risque d'être très schématique. Pour essayer de montrer comment se mettent en place ces interdits, on peut se contenter de constater les conséquences de l'inceste et du meurtre, et que c'est dramatique. Du côté du crime, rapidement, l'homme est confronté, nous dit Freud, à l'opposition de deux pulsions, les pulsions de vie, les pulsions de mort. D'un côté, les pulsions de vie, qui tendent à rassembler la substance vivante vers le renouvellement de la vie, de l'autre, les pulsions de mort, qui ramènent vers l'inorganique, qui conduisent la vie vers la mort. Pas évoquer cette question-là, mais souvent, les pulsions de vie sont intriquées aux pulsions de mort. On a ces deux mêmes choses qui fonctionnent ensemble. Ça nous permet de comprendre, les pulsions de mort, ça nous permet de comprendre pourquoi il y a tant d'agressivité dans le monde. Si on n'entend pas la question de la pulsion de mort, on se dit qu'il y a des choses qu'on ne comprend absolument pas. On voit bien que chez tout un chacun, même si on a une nature très pacifique, il peut parfois nous traverser une pulsion comme ça, agressive, quel est le propre de chaque sujet. Ce dualisme nous permet assurément de mieux saisir comment l'histoire de la civilisation le montre, que l'homme est tenté de satisfaire un besoin d'agression aux dépens de son prochain. À l'horizon du fonctionnement psychique, et ce depuis sa naissance, il y a chez tout sujet une part de soi qui est fondamentalement destructrice. Pour ça, il suffit d'aller faire un petit tour dans les écoles maternelles. Il suffit de voir la violence parfois qui règne chez les enfants et qui montre la place de cette pulsion de mort à l'œuvre. Le travail de la civilisation, de la culture, est mis en œuvre, tout à l'heure, va être mis en œuvre pour limiter cette agressivité humaine. La culture se construit à partir de quoi? D'un renoncement pulsionnel. Strauss a fait de l'interdit de l'inceste la démarche fondamentale par laquelle, mais surtout en laquelle, s'accomplit le passage de la nature à la culture. Ce qui nous permet de ne plus être des êtres sauvages, on pourrait dire c'est la culture qui va y participer. Ce que disait Julie, cette part d'éducation qui est nécessaire à tout sujet. Cette prohibition, c'est le dépassement de la nature pour accéder à un ordre nouveau, dit Lévi-Strauss. Du côté de l'inceste, un enfant a un besoin impératif de sa mère. Ce puissant attachement a une conséquence, va avoir une conséquence sur sa sexualité. Elle est la source de son érotisme, étayée par les soins apportés à son corps. L'enfant va vivre des émois dans cette relation d'un corps à corps. Le mot inceste n'a pas d'abord pour l'enfant le sens sexuel qu'il prendra plus tard. C'est un simple vœu de prendre la personne aimée ou la peur d'être pris, d'être avalé, d'où procède le cannibalisme. Cela se résume en cette formule « je t'aime, je te mange ». Un tel désir, une telle angoisse de l'inceste deviendront dramatiques si un adulte cherche à en profiter. Dans la majorité des familles, l'amour exclusif et passionné de l'enfant pour sa mère va rencontrer un rival dans la personne du père ou un substitut. C'est pourquoi au désir incestueux succède une pensée parricide. On trouve dans le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire ce désir comme ça de détruire le père, de prendre la place du père pour l'enfant. La faute du désir incestueux est constitutive donc de l'humanité de l'homme. Si le désir sexuel de l'homme est marqué par sa nature incestueuse, ce désir est fortement réprimé. Parce que s'il se réalisait, il signifierait une sorte de mort. Avoir un rapport sexuel avec l'un de ses propres géniteurs, ce serait risquer d'être père ou mère de soi-même. D'où l'énorme vertige intérieur que peut subir un enfant qui va être incestueux. S'ils ne le subissent pas, ce désir incestueux qui est là, on voit même chez les enfants, par exemple, les enfants, moi je me marierai quand je serai plus grand avec maman. Évidemment, c'est ce qu'il veut, mais on voit bien qu'il y a quelque chose du côté de ce fantasme-là qui est là. Dans la majorité, donc un tel désir et une telle angoisse deviendront dramatiques si un adulte cherche à en profiter.
D'ailleurs, à ce propos, juste une petite parenthèse, c'est Dolto qui disait ça récemment. Elle disait effectivement, quand un enfant dit « Ah là là, quand je serai grand, je me marierai avec maman ». Et souvent, la réaction qu'on a en tant que parent, père, mère, on se dit « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, cet enfant, il est adorable », dire des choses comme ça. Et Françoise Dolto dit non. Il faudra intervenir en disant « Mais non, tu ne pourras jamais te marier avec papa ou maman ». C'est-à-dire c'est une manière, déjà, très tôt, de rappeler l'interdit de l'inceste. Parce que cet interdit de l'inceste, il va falloir le rappeler. Dans la majorité des familles, l'amour exclusif et passionné de l'enfant pour sa mère va rencontrer un obstacle, je disais, ce rival dans la personne du père. S'ils ne subissent pas le refoulement s'ils ne le subissent pas, cet inceste, il va y avoir un refoulement, c'est-à-dire une mise à l'écart. Ça va disparaître de la pensée, ça va être refoulé. Donc, mais ça va donner une place importante à la vie fantasmatique inconsciente. Et ça va avoir une importance décisive dans la construction du sujet. À partir des études faites sur les rêves, l'importance de la sexualité infantile apparaît. Elle montre combien l'émergence du sexuel chez tout enfant comporte des obstacles. Le moyen principal pour un enfant de refouler le désir incestueux, c'est de le mettre de côté et de se mettre à parler. En effet, en parlant, l'enfant est à distance de sa mère et ainsi, il devient protégé. C'est la capacité même de parler, de penser qui procède d'un interdit de l'inceste réussi, c'est-à-dire mis de côté, refoulé, non sans laisser derrière lui des symptômes qui témoignent de ce premier désir. Cette sexualité contrariée est normale, et même nécessaire, car c'est elle qui ouvre les voies de la curiosité intellectuelle, qui motive les enfants à s'intéresser à la culture. On peut dire que notre désir incestueux d'enfant, qui va être refoulé, c'est ce qui va ouvrir la voie de la curiosité sexuelle. Et elle est nécessaire, cette curiosité. Après tout, on a besoin aussi, parfois l'enfant a besoin de se mettre en position. Face à l'adulte, face à l'enseignant, face à son instinct. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'accéder à la culture. Les enfants qui ont été séduits de manière incestueuse se taisent. Ils ne peuvent pas en parler. Et la parole est une difficulté pour eux. Pour entrer dans le langage, pour que le sujet puisse dire « je », pour qu'il puisse parler en son nom, cela suppose de consentir à une perte première qui permet une différence des places. Celle de renoncer à sa mère. Renoncer à quoi? Renoncer à une relation symbiotique, fusionnelle. Dans les familles traditionnelles, dans le monde entier, le désir pour la mère est interdit par la présence du père, de son substitut, de sorte que si le père ou une figure paternelle est incestueux avec son enfant, la catastrophe est redoublée. Il faudra parfois de longues années avant qu'un enfant ose parler de ce qui lui est arrivé, parce qu'il pense que c'est de sa faute. L'enfant se constitue comme sujet dans le bain de la culture quand il intègre l'interdit de l'inceste, surtout quand il est paternel. Avec ce personnage paternel dont l'enfant est jaloux, c'est à partir de là que va apparaître des fantasmes, des pensées criminelles chez l'enfant qui sont les conséquences de l'amour pour la mère, c'est-à-dire cette envie de se débarrasser du père. Cette loi nécessaire à l'humanité est jusqu'à maintenant implicite, non écrite. C'est une loi, on dit, au-dessus des lois. Une loi qui s'installe comme un effet d'un ordre symbolique. Quelque chose qui préexiste au sujet. C'est cette loi-là, la loi de l'interdit de l'inceste, on ne la trouve dans aucune loi. Pourtant, l'histoire de l'humanité montre combien l'inceste a toujours été présent. Les premiers textes le rappellent, en particulier dans la Bible. Même si plusieurs histoires d'inceste ne sont pas ouvertement condamnées, un des chapitres du Lévitique mentionne et affirme ce tabou. Mais l'interdit de l'inceste, il peut parler. Le mutisme est séculaire. Inceste et secret sont partie liés pour que souvent le tabou de l'inceste engendre le tabou de la parole. Comme nous l'avons vu avec des éléments devenus médiatiques, ça peut permettre parfois une levée du tabou. Ça l'a été avec le bouquin de Camille Kouchner, on en parle beaucoup. Mais on sait combien une actualité en chasse une autre. Alors, faudra-t-il à nouveau, demain, un nouveau livre pour réveiller
la conscience collective. Comme le souligne si bien l'historienne Fabienne Galliani dans son livre Les liaisons interdites, l'inceste demeure un crime aux frontières de notre conscience, tapi au sein des familles. Il est un monstre, un diable dégoûtant, que l'on préfère taire. La représentation de l'inceste frappe par son visage repoussant. Il inspire à tous les contemporains les mêmes réactions, silence ou dégoût. Il est à la fois un crime connu et une horreur invisible qui hante et dérange notre morale. On ne rit jamais de l'inceste, on ne débat pas de l'inceste. Le mouvement porté par le livre de Camille Kouchner et la vague revendicatrice des réseaux sociaux ont amené rapidement le politique à s'emparer de cette question et à déposer une proposition de loi. La qualification d'inceste inscrite dans la loi, elle inscrit cela. Un seuil de non-consentement pour l'inceste qui est porté à 18 ans. Le renforcement des peines encourues vont être aussi une avancée importante. Une chose aussi, c'est que pour la première fois, dans la loi apparaît le mot inceste. Avant, on parlait de viol incestueux, le mot inceste n'apparaissait pas. Mais le constat est là. Une inscription de l'inceste dans la loi pénale, comme ça l'a été récemment, est au service de la protection de l'enfance, est au service d'une protection de l'enfance qui n'est qu'une conséquence, c'est de se positionner du côté de la sanction. Mais surtout, se positionner dans l'après-coup de l'acte. C'est ça, c'est-à-dire une loi pénale, c'est quand l'acte a été fait. Et on est dans cet après-coup avec la loi. Aujourd'hui comme hier, notre clinique en est le témoin. Nous recevons très régulièrement des patients qui viennent dire les ravages de l'inceste et des comportements incestueux. Des patients qui viennent dire le silence que recouvre cette chape de plomb sur la sexualité. Une sexualité infantile évacuée au nom de l'innocence de l'enfance. Mais surtout, ces patients viennent dire le silence autour de l'acte lorsqu'il se produit, qui rappelle que cet interdit se joue au sein de cette unité intime, fermée, celle de la famille, qui viennent dire que l'inceste consommé reste souvent dans le secret des alcôves. Pourquoi ce silence? L'expérience traumatique court-circuite la parole. Il y a plus qu'une atteinte de la pudeur. C'est souvent la honte et la culpabilité qui surviennent. Honte d'avoir subi un tel acte. Silence par incompréhension. Méconnaissance, pris au piège de la soumission de l'autre. Le secret à tenir, ou encore cette duperie, ce fameux « tout le monde fait ça ». Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la Familia Grande, Camille Kouchner écrit « Victor m'a demandé de venir le voir dans sa chambre. C'était après la première fois. Quelques semaines après, je crois, dit-il, il m'a emmené en week-end. Tu te souviens, là dans la chambre, il est venu dans mon lit et m'a dit « Je vais te montrer, tu vas voir, tout le monde fait ça ». Dans La fabrique des pervers de Sophie Chauveau, elle écrit « Quand poussèrent mes seins pudiques, comme toutes les jeunes filles, je devins la risée de mes parents. Non contents de regarder pousser les bourgeons, en commentant grivoisement, ils avaient besoin de toucher. À 10 ans, je ne savais pas pourquoi ça me déplaisait autant. Ils me donnaient tort, j'étais ridicule, tout le monde faisait ça. » Encore, le livre de Léonore Lequesne, Un inceste ordinaire, où elle relate cette histoire que pendant 28 ans, dans un village de la région parisienne, Nelly Guardo, puisqu'elle a été nommée, puisqu'elle a fait un bouquin, a été violée et torturée par son père. Cet inceste auquel sont nés 6 enfants fut fabriqué, violé et torturé par son beau-père, qui était en position de père. Cet inceste duquel sont nés 6 enfants furent pratiqués au su de tous, des voisins, des élus, en passant par les commerçants, les services sociaux, l'hôpital, l'éducation nationale, dans un petit village tranquille, comme dans la cité populaire, où le père travaillait, on savait et on n'en parlait pas. Ajoutons que, pour reprendre Hannah Arendt, cette banalité du mal ne prend sa pleine dimension que très souvent après, souvent à la suite d'un événement précis, une première rencontre amoureuse par exemple, la présence d'un enfant. Camille Kouchner écrit ça, ma culpabilité est celle du consentement. Je suis coupable de ne pas avoir empêché mon beau-père, de ne pas avoir compris que l'inceste est interdit. Mon beau-fils, Orso, dont la présence m'a réveillé. Mon frère,
Je ne peux plus me taire, c'est ce qu'elle va dire à son frère, Victor. Orso aura un jour le même âge que toi à l'époque. Ne me demande pas de maintenir une relation avec les parents plutôt que de protéger cet enfant. C'est au moment où elle va avoir un beau-fils, mais au moment aussi où elle aura un enfant, que ça deviendra insupportable, cette idée de ce qui s'est passé avec son frère jumeau. Oui, c'est à ce moment-là que ça prend toute sa dimension traumatique et cette dimension de l'insupportable. Dans La fabrique des perverses, Sophie Chauveau écrit « Il y a 10 ans, je ne savais pas pourquoi ça me déplaisait autant. Il me donnait tort, j'étais ridicule, tout le monde faisait ça, je me tue encore. Jusqu'à la naissance de mes enfants, j'ai pensé que tout cela était naturel, déplaisant mais sans gravité. Quand après 40 ans, j'ai entrepris une thérapie, je cherchais d'abord à minimiser les outrages de père. Le mot inceste ne pouvait s'appliquer à nous. Après ma prise de conscience de la réalité de l'inceste, je n'ai plus pu demeurer une seconde dans l'immeuble familial. » Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner très nombreux, puisqu'on entend ça régulièrement, des personnes qui viennent vous dire qu'effectivement, pendant des années, ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas réalisé que ce qui s'était passé, c'était quelque chose d'inacceptable. Inscrire l'interdit de l'inceste dans la Constitution. J'y viens. L'association dont je suis actuellement le président, la Fondation européenne pour la psychanalyse, sous l'impulsion notamment d'un psychanalyste qui vient de sortir un de ses bouquins qui avait, avant La Familia Grande, était en train d'écrire un bouquin sur la question de l'inceste, Gérard Pommier, nous a proposé de travailler sur cette question-là. Inscrire l'interdit de l'inceste dans la loi. Nous sommes plusieurs à penser qu'il est important que cette prohibition de l'inceste, dont la valeur de protection préventive doit être affirmée. Et cela afin d'éviter que les relations de la parenté deviennent brouillées, menacées par les conséquences les ravages de la sphère psychique. Par différentes démarches, nous demandons depuis quelques mois aux législateurs de dire la place symbolique de cet interdit majeur, en l'inscrivant non pas dans la loi pénale, mais comme une inscription qui se pose nécessairement en amont de l'acte. C'est pourquoi nous proposons de l'inscrire dans la Constitution, qu'il soit inscrit en fait dans le chapeau de la loi, pour lui donner tout son poids de haute valeur symbolique, comme le rappelait en 2012 l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu. Elle disait « Nommer l'interdit, c'est donc offrir la possibilité de mieux le cerner à ceux-là même qui l'ignoraient ou l'ignorent encore ou ne l'ont simplement pas assimilé. » Une telle inscription, à titre d'impératif constitutionnel, permettra d'appuyer c'est inscrit dans la loi. Une loi qui puisse renforcer la légitimité de la parole d'un parent, d'un professeur des écoles, d'un éducateur. François Dolto rappelait qu'il faut dire très tôt à l'enfant qu'un seul désir nous est interdit, c'est l'inceste. Le travail d'humanisation est bien de transmettre aux générations à venir, d'un côté, le savoir, et de l'autre, la limite, les interdits. S'appuyer sur l'interdit de l'inceste écrit, avec une valeur d'impératif constitutionnel, c'est renforcer cet ordre symbolique porteur de culture. C'est affirmer, rappeler que c'est un interdit qui ne peut pas se dissoudre dans le secret d'un alcôve. Pour certains parents, dont les traces mnésiques de cet ordre symbolique ont été parfois absentes, par une confrontation à des actes ou des comportements incestueux, c'est pouvoir offrir un espace pour que cet interdit puisse être dit par l'intermédiaire d'un tiers social, enseignant, éducateur, etc. C'est une légitimité de sa parole par une inscription écrite de cet interdit. Une fois qu'un enfant a été averti, s'il lui arrive d'être confronté à un acte, ça peut arriver bien évidemment, l'effet de sidération, et par expérience, je peux vous le dire, l'effet de sidération sera moindre, le fait d'avoir su que c'était un interdit. Et cela va surtout l'aider à en parler. La tragique histoire de la Familia Grande et bien d'autres témoignages appellent à répondre aux attentes de notre société, des 5 à 10% de Français victimes de violences sexuelles, des 70% de plaintes pour agression sexuelle sur mineurs classés sans suite, d'un Masneff écrivant Vanessa Virus, de l'impérative garantie des droits du sujet, de cette logique d'une intervention en amont. On ne peut pas écrire l'interdit de l'inceste dans une loi pénale, parce que
Un interdit ne se pose pas dans l'après-coup, il se pose en amont. Nous pensons donc que l'interdit de l'inceste doit prendre sa place dans ce qui garantit les droits fondamentaux des citoyens, la Constitution française. C'est en somme renforcer son efficace symbolique et son appui pour devenir un axe prééminent de la prévention. Voilà, je vous remercie. Merci. Du coup, en écoutant vos deux propos, je pense qu'il y a, moi, d'un point de vue philosophique, il y a des éléments qui me sont venus déjà. En fait, la maxime kantienne, je pense, qui est une maxime fondamentale, vous savez, c'est ne jamais trop traiter autrui simplement comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin. Et on voit quand même ce qui est porteur, voilà, de soit l'inceste ou de toutes les violences faites aux enfants, c'est ce droit d'utiliser l'enfant comme un objet, donc comme un moyen pour assouvir une fin, alors qu'elle soit commerciale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit, peu importe finalement le moyen, la fin que vise l'autre. Mais on ne peut pas utiliser quelqu'un, que ce soit un enfant ou une femme, parce qu'en fait, les deux peuvent être utilisés comme tels. Et du coup, cette question de l'inceste, quand même, elle renvoie, parce que du coup, dans la liste de mon CV cherbourgeois, il y a aussi ma participation au festival Femmes dans la ville, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien en fait avec la notion du patriarcat que j'étais venue travailler il y a un an. C'est quand même un point qui est important. J'ai écouté, pour me mettre un peu dans le bain, dans le train, quelques podcasts ou peut-être une nuit, je ne sais pas, il y a 6 podcasts en fait autour de cette question de l'inceste. Et vraiment, ce qui ressort de ça, c'est quand même cette question de la domination en fait. Ce qui est important, c'est que dans l'inceste, je pense qu'on a parlé, voilà, on a tendance à le mettre du côté de l'amour, comme le viol du côté de la sexualité. Or, il me semble que c'est Camus a mal nommé les choses, c'est rajouter de la misère, enfin en tout cas c'est rajouter de la violence quoi, au monde en fait, et que bien nommer les choses c'est important. Et je crois qu'on est victime dans la question de l'inceste de notre éducation Walt Disney, ou bien chez Cendrillon, chez le beau-père, enfin la belle-mère pardon, est méchante et ça se voit. D'ailleurs, tous les méchants, ça se voit sur leur tête, ils vivent avec des animaux qui sont méchants, enfin voilà, et tous les autres sont gentils, Cendrillon est gentil, elle vit avec des petits oiseaux qui sont mignons, qui chantent pour elle. Enfin, et donc, du coup, si la personne est méchante, ça se verra sur sa tête. Si la personne est gentille, ça se verra sur sa tête. Et donc, le beau-père qui abuse, par exemple, eh ben, si c'était vraiment un abuseur d'enfant, ça se verrait sur sa tête. Et on voit bien qu'il est gentil, tout le monde pense qu'il est gentil, dans son entourage, tout le monde pense qu'il est gentil. Sauf que c'est plus compliqué que ça, en fait. Voilà, il y a cette ambivalence humaine qui fait que, et c'est ça qui est terrible pour les enfants, on le voit très bien dans le bouquin de Camille Couffier, on le voit aussi, on l'entend très bien dans les témoignages de ces podcasts. Souvent, ces enfants-là ont beaucoup aimé le parent, le grand-père, qui abusait d'eux, voire même, il y a un témoignage d'une jeune femme qui explique qu'elle pensait même être un peu l'élu. C'est-à-dire que le grand-père abusait d'elle et elle pensait qu'elle était l'élu parce qu'ils avaient un lien de familiarité, il aimait bricoler, elle aimait ça, donc elle allait beaucoup avec lui et c'est dans ces moments-là qu'il abusait. Et elle dit ce côté, cette déception terrible quand elle se rend compte qu'il a abusé d'autres personnes. C'est-à-dire, elle se rend compte que ce n'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment, elle était un moyen au service d'une fin qui est autre, c'est-à-dire qu'il utilisait le fait qu'elle soit là dans des moments où il n'y avait personne. Et donc, comme c'était elle qui était là dans des moments où il n'y avait personne, eh bien, c'est sur elle que les faits avaient lieu. Et puis, en fait, dans d'autres moments où il n'y avait personne, c'était un autre enfant et c'était l'autre enfant qui subissait les faits. Elle découvre ça, en fait. Ce n'est pas une histoire d'amour. Et en philo, on a 4 mots. Je pense, en fait, peut-être on mériterait, on pourrait résoudre ce problème-là, pas le résoudre, mais en tout cas, si on parlait d'amour à l'école. Parce que l'amour, on dit, ça regarde que les familles. Mais point, en fait, j'ose espérer qu'il est question d'amour dans l'éducation, que l'enseignant aime ses élèves. Sauf que l'amour, c'est 4 choses. Donc, il y a Eros, évidemment, hein, l'amour érotique. Mais là encore, quand on parle d'Eros, c'est la double sens, c'est-à-dire qu'il y a de l'érotisme des deux côtés. Et donc, on n'est pas sur une question de viol. Dans l'Eros, c'est les deux qui
consentent à un acte et qui se séduisent charnellement. Il y a agapé. Agapé, c'est l'amour dévotion, celui qu'on a pour Dieu. Cet amour où l'autre est un peu sur un piédestal, mais on ne l'utilise pas comme un moyen, Dieu. Hein. Au contraire, on l'adore, on le met sur ce... Voilà. Mais si on est vraiment dans l'agapé, normalement, on n'est pas censé l'utiliser comme un moyen. Il y a ensuite philia. Philia, c'est l'amour qu'on se porte entre amis. C'est, en philosophie, le modèle de la philia, c'est Montaigne et la Boétie, quoi. Parce que c'était moi, parce que c'était lui, parce qu'intellectuellement, on s'est retrouvés. Mais du coup, c'est une vraie relation où les deux se choisissent. C'est une relation élective, en fait, où il y a cet amour-là qui est important. Et enfin, il y a la storgée. Storgée, c'est l'amour filial, c'est-à-dire l'amour de la famille, les liens du sang. Mais j'ai beau creuser, je ne retrouve l'inceste dans aucun de ces quatre-là, puisque dans l'inceste, il n'y a pas question d'érotisme, en fait. Hein. Il n'y a pas cette séduction, cette beauté du corps, c'est l'utilisation de l'autre comme un moyen. Dans Agapé, il n'y a pas la question de l'inceste. Dans la philia, cette dimension élective, on l'a dit, elle n'est pas dans l'inceste. Et dans la storgée, qui est l'amour lié au sang, pareil, il n'est pas question d'inceste, en fait. Et du coup, déjà, présenter les différents types d'amour, c'est aussi présenter ce que ça exclut. Et utiliser l'autre comme un moyen, ça n'est jamais une question d'amour, en fait. Hein. Ce n'est jamais aimer l'autre. Et enfin, le dernier point, je pense qu'il est très important de travailler cette question du patriarcat à tous les niveaux. C'est ce que dit Jablonka, qui est un homme, il travaille cette question-là. Il dit que finalement, travailler la question du patriarcat et mettre à mal le patriarcat, c'est faire du bien à la fois aux femmes, aux enfants, mais aussi aux hommes, en fait, hein, les libérer de ce poids que représente la domination masculine sur certains hommes tout autant que sur les enfants, tout autant. Et du coup, je rejoindrai aussi ce que disait Foucault sur ce qu'il appelle l'illégalisme. Il y a des choses qui sont illégales, en fait, dont on sait qu'elles sont illégales, mais la punition qui va avec, c'est ça qu'il appelle l'illégalisme, c'est le traitement qu'on va faire des choses illégales. En fait. Et clairement, l'inceste, on sait que c'est illégal. Pour autant, ça ne suffit pas à le rendre, à le punir derrière. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance qui est faite par la justice et qui laisse aussi du coup libre cours à des propos. J'ai mangé le nom de ce théoricien américain là, qui a mis en place, grâce aux masculinistes, hein, ce concept d'aliénation parentale où en fait, pendant longtemps, dans les tribunaux, on a jugé l'inceste en disant oui, mais c'est au moment du divorce, du coup, c'est la mère qui a monté le bourrichon à l'enfant pour lui faire dire des trucs sur le père. Et donc, aliénation parentale, c'était en fait une parole tronquée de l'enfant, une parole construite et qui a été alimentée beaucoup par les procès d'Outreau. Mais ce qu'on oublie systématiquement de dire dans les procès d'Outreau, c'est que les enfants avaient réellement été abusés, que les enfants avaient réellement été utilisés comme des moyens. Certes, ils n'ont pas désigné exactement tous les auteurs correctement, mais ils n'ont rien inventé. Ce n'est pas un mensonge de la part des enfants. Simplement, voilà, ils ont été peut-être manipulés sur certains points, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas inventé leur abus, en fait. Et du coup, dans cette non-reconnaissance de la parole de l'enfant, encore une fois, même au niveau de la justice, ils sont traités comme des moyens au service d'une autre fin, et jamais comme une fin à proprement parler. Il me semble que tout le travail est de dire que chaque individu est une fin en soi, en fait. Peu importe, voilà, et que la loi, elle doit être garante de ça à tous les niveaux. Voilà ce sur quoi il me semble qu'il était important. Ça fait le lien, en fait, avec tout ce que vous avez amené. Voilà. Du coup, la parole est super, merci. Et donc, on en revient, c'est bien au monde adulte de prendre tout ça en considération. Enfin, on va plus fabriquer d'humanité et d'humanisme si on fabrique des outils pour faire tendre ces formes de criminalité vers zéro, en fait, et permettre aux enfants de s'élever, de s'éduquer, de progresser. Oui. Hein? Ça,
ça, c'est quelque chose qui est important et peut-être qu'il y a des confusions dans l'interprétation qui peut être faite de Dolto ou de. Enfin, c'est que la responsabilité, c'est Lévinas qui nous dit ça. La responsabilité, c'est répondre de la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas répondre pour l'autre ou à la place de l'autre, c'est permettre que l'autre puisse répondre de lui-même. Du coup, c'est à l'adulte de poser ce cadre-là, c'est à l'adulte de donner des mots pour que l'enfant puisse répondre de sa responsabilité. Et évidemment, la responsabilité, elle reste toujours du côté de l'adulte, en fait. C'est à lui de répondre. Mais en même temps, de tout adulte, c'est-à-dire que la difficulté, il me semble, en tout cas à laquelle on est confronté, c'est d'avoir sanctifié, sanctuarisé la famille en disant quelque part, l'enfant est l'objet de ses parents. Enfin, en tout cas, il est relié à ses parents. C'est à eux de savoir ce qui est bon pour lui. Parce que si la parole de l'enfant, elle est importante, mais les enfants qui sont dans des situations traumatisantes, traumatiques, dont les charmes ont été opérés, ils ne vont pas l'avoir, cette parole, ils vont exprimer les choses autrement. C'est là où il y a un déficit de compréhension du monde adulte, en fait. C'est que la manière dont l'enfant va verbaliser ou non le comportement, la verbalisation, l'attitude, c'est que là, il y a des filtres, des outils qu'il faut proposer pour traduire tout ça. On voit bien que ça surgit plus souvent à l'âge adulte que pendant l'enfance, parce que d'avoir été adulte. En fait. Et que l'écart qu'il y a entre les deux, parce que déjà, on l'a dit, dans l'étymologie, l'enfant, c'est celui qui n'est pas capable de parole. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de. Non pas il n'a pas le droit, c'est qu'il n'a pas les mots pour décrire en fait ce qu'il ressent. Et cette idée de. Enfin, la question de la sexualité, par exemple, c'est quelque chose qui est rarement en fait abordé de façon frontale. Et du coup, c'est aussi dans l'expérience de la sexualité que des choses vont ressurgir de ça, c'était pas normal en fait. Je ne sais plus, là non plus, pareil, ou peut-être une nuit, il y a une jeune femme qui explique ça. Elle dit, en fait, à ma première expérience sexuelle, je me suis rappelé que j'avais déjà vécu ça, en fait, antérieurement, et que je n'aurais pas dû, du coup, vivre ça antérieurement. C'est à ce moment-là que je me rends compte que c'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours, l'enfant, il arrive, il est infini. C'est pas, en fait, un enfant, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est plus il va s'inscrire dans une société, dans un groupe, qui va vivre des expériences et acquérir du langage, acquérir, vous parliez de la question de la culture, par exemple, lire, voir des films, voir que tout d'un coup, en fait, il va rentrer dans d'autres familles par la lecture et se rendre compte que, en fait, ça ne se fait pas dans toutes les familles, quoi, et que l'enfant, c'est un être de confiance, en fait. Au départ, il arrive et il n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux adultes qui l'accueillent, parce que c'est eux qui lui disent ça c'est une salade. Mais ça paraît absurde. Tout est arbitraire dans le monde des adultes en fait. C'est une salade, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est une salade en fait? Et pourquoi ça c'est une salade? Et le truc à côté qui ne ressemble pas du tout, c'est une salade aussi. Du coup, l'enfant, il n'a pas d'autre choix que de faire confiance à l'adulte. Et quand l'adulte lui dit c'est normal, ça se fait dans toutes les familles, et bien du coup, l'enfant, il accepte cette idée, c'est normal, ça se fait dans toutes les familles, alors qu'il ressent que c'était pas tout à fait normal. Et c'est en devenant adulte, et notamment avec la découverte de l'enfant, que lui, il n'a pas envie de faire ça à son enfant. Du coup, c'est que c'est pas normal, en fait. C'est que tout le monde fait pas ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question extrêmement complexe. Parce que moi, je suis quand même assez étonné. Alors, on parle des enfants, effectivement. Hein. Les enfants, parfois, il va falloir un événement plus tard pour que tout d'un coup, ils révèlent quelque chose. Mais moi, je suis quand même étonné. En même temps, on peut saisir à partir du moment où on entend cette question de l'imaginaire, du fantasme, tout ça. Moi, je me souviens avoir reçu une personne pendant 4 ans, qui avait 40 ans, qui avait été abusée par son grand-père, et qui me disait, mon grand-père, s'il m'abusait, c'est parce qu'il m'aimait, parce qu'il était à 40 ans, et elle le disait tout le temps, en disant, c'est parce qu'il était gentil, il était je ne sais pas quoi. Enfin bref, il a fallu 4 ans d'analyse pour qu'à un moment, parce que même à un moment, je lui ai dit, mais vous avez des enfants, ils ont le même âge que vous aviez quand vous avez été abusé. Est-ce que vous diriez, c'est parce qu'il l'aime? Ah ben non, je porterai plainte. Alors, malgré ça,
ça ne changera rien. Et il va falloir 4 ans pour que l'histoire se déplie, pour que tout soit repris, pour qu'à un moment, elle me dise, mais ce grand-père, il était pervers. Et oui. Oui, alors après, ça c'est plutôt votre domaine parce que j'imagine qu'il y a des mécanismes après. Oui, mais c'est curieux. Enfin, je veux dire, jusqu'où ça va? C'est-à-dire, même un adulte peut rester pendant très longtemps. Ce que vous disiez tout à l'heure, moi je l'ai entendu plusieurs fois. C'est-à-dire des personnes qui, pendant des années, tout va bien. Il y a eu un abus sexuel, il y a eu une caresse, il y a eu je ne sais pas quoi. Et pendant des années, ça a été vécu comme un acte d'amour. Et puis tout d'un coup, il y a la cousine qui débarque et qui dit, tu sais, ton père, il a eu des gestes déplacés sur moi. Et à ce moment-là, c'est fini. Le geste d'amour, il tombe. Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, à ce moment-là, il y a cette idée du traumatisme et c'est insupportable. Et pendant des années, pourtant, pendant de longues années, ça a été vécu comme un acte d'amour. Après, je pense que c'est aussi, j'imagine, une reconstruction pour que ce soit acceptable. Et puis, il y a notre responsabilité, parce qu'on parle de la responsabilité de l'adulte éducateur, mais il y a la responsabilité de l'adulte tout autour. Je pense qu'il faut qu'on en parle pour éviter que nous, on soit sidérés quand on nous en parle. C'est-à-dire, quand on reçoit cette parole de l'inceste, je pense qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait, et que on renvoie l'autre à son silence. C'est aussi un peu... du coup, oui, on renvoie l'autre à... qu'est-ce que tu me racontes là, je pense qu'on a nous aussi construit ce mythe de l'abuseur qui aime, que c'est de l'amour, que c'est un amour. C'est dans le film Police là où justement il y a une petite fille qui dit papa il m'aime trop et on va renvoyer à ça, il l'aime pas bien. Mais comme dans la question du viol où on a du mal, c'est un tabou de la sexualité, il ne faut pas en parler, il faut pas. Et là aussi c'est tout l'héritage. Là encore, qui renvoie à la question, parce que vous parliez de la Bible, mais qui est un symbole hautement patriarcal là aussi. C'est aussi tout le traitement de la sexualité qui a été fait par l'Église, c'est quelque chose dont on ne parle pas, qu'on pratique uniquement pour la procréation et dans un cadre. Et du coup, qui fait de la sexualité en soi quelque chose de sale, quelque chose de toute façon dont on ne devrait pas éprouver de plaisir, dont on ne devrait pas, et donc voilà, que ce soit avec un grand-père, ou ça doit être, de toute façon, c'est normal qu'on ressente quelque chose de sale, de désagréable à cet égard-là. Donc, il y a tout ce travail aussi de prévention à faire pour dire que l'amour, la sexualité sont des choses normales, mais pas dans certains cadres. La mise en mots, c'est très important. Et sur la question de l'amour, c'est un vaste sujet, c'est très compliqué. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait... on est trop jeune quand on en fait un philo, puis on le fait sûrement pas comme il faut non plus. L'amour, c'est un sujet dont on devrait parler. Parce que pour les enfants, c'est compliqué. Par exemple, j'aime les épinards, mais est-ce que je les aime comme ma moitié? Est-ce que je les aime comme j'aime mes enfants? Ça veut dire quoi aimer? En fait, on utilise ce mot à tout bout de champ, et du coup, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Alors que si on avait peut-être plus de mots, plus... C'est ça, hein, c'est ce que dit Ferenczi sur la confusion des langues. C'est pas la même langue. La langue de celui qui abuse un enfant et la langue d'un enfant qui parle d'amour, c'est pas la même langue. On ne parle pas la même chose. Et en même temps, ce qui était dit tout à l'heure dans le chat, c'est aussi pour l'enfant une double peine, c'est-à-dire que le monde des adultes se protège entre eux aussi, c'est-à-dire que l'enfant a été victime. Il arrive enfin à dire, donc souvent dans la famille en plus, ça ne va pas être accueilli. Si au bout d'un moment on arrive, alors il y a le fait qu'il y a eu la prescription, il y a le fait, mais si on arrive à le porter devant un tribunal, c'est une toute petite partie de condamnation. Du coup, en fait, la société ne renvoie pas la protection de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que presque il faut que l'enfant prouve que la petite fille n'a pas aguiché le monsieur, des choses qui paraissent complètement aberrantes, en fait. Ça, qui est très français quand même, parce qu'il y a d'autres pays qui ont un axe différent aussi. Hein. Et puis on voit aussi les limites de la loi. Par exemple, on a posé la question, aujourd'hui, c'est 18 ans, le non-consentement. J'avais interpellé Christine Angot, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, voilà, par rapport au travail qu'on faisait, et elle me disait, moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 18 ans, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'inceste. C'est vrai que c'est une question. Et on ne peut pas arrêter la question
question de l'inceste à 18 ans. Alors évidemment, on peut dire qu'on va protéger un peu mieux. Avant, c'était 15 ans, je crois. Bon, c'est passé à 18, mais ça reste quand même délicat, tout ça. Le problème des lois reste délicat, quoi. Parce que c'est quand même... Il y a la question de la culpabilité. Ça, elle est extrêmement fréquente. C'est-à-dire cette culpabilité que l'enfant peut avoir aussi dans ce qu'il a pu vivre. Et ça, même la justice, parfois, ne règle pas cette question-là. Moi, je le vois. Il faut parfois des années pour pouvoir se débarrasser de cette culpabilité. Et du coup, quand on s'en débarrasse, on arrive à s'en créer d'autres, en fait. Si. C'est toujours coupable de quelque chose. Oui. Mais c'est vrai, en fait, on m'avait dit simplement, c'est un psychiatre qui m'avait dit, mais de toute façon, il n'avait même pas posé la question de la culpabilité. Il n'avait pas vous posé la question de la culpabilité. À l'âge où ça vous est arrivé, c'est d'autres mécanismes qui agissent sur le fait que les victimes, votre choix, il est. On n'entend pas souvent ça, en fait. Hein, la culpabilité, la honte, et voilà, c'est les sacs durs à porter. Et ça n'aide pas forcément à se construire, en fait, quand on est jeune adulte. Puis après, il y a cette question de l'enfant, je le disais en commençant, il est infini, il pourrait faire tellement de choses, mais l'acte lui prend aussi une partie de ce qu'il ne pourra. Enfin, c'est aussi un deuil de ce qu'il ne sera. Enfin, ce qui est terrible dans la maltraitance ou dans la violence sur l'enfant, c'est qu'on prend, j'ai dit, l'enfant, c'est le temps où c'est le temps du jeu, c'est le temps. Même Montaigne le dit très bien sur l'éducation de l'enfant, ou Rousseau, peut-être Rousseau dans son texte le dit très bien sur on ne doit pas priver l'enfant de ce temps de joie qu'est l'enfance, en fait. Parce que ça ne se rattrape jamais. Le temps de l'enfance, c'est un temps dans lequel on se réfugiera toute notre vie. C'est ça qui est dur aussi au moment des deuils des grands-parents, c'est que ça nous renvoie à ce temps-là qui était le temps. Moi, je regarde toujours avec une espèce de nostalgie les châteaux de ma mère, la grande de mon père et tout ça, parce que quand j'étais petite, ce que je les regardais, je ne comprenais pas ce que vivait Proust. Marcel Pagnol, je ne comprenais pas. Proust, il a écrit aussi sur le temps, et je ne comprenais pas ce que vivait Pagnol, c'est cette nostalgie. Et maintenant que je les regarde, vraiment, ce temps de l'enfance, c'est un espèce de refuge. C'est ce qui va nous permettre de survivre tout le long de notre vie après, parce qu'on ira replonger. Et du coup, c'est pas simplement avoir pris un moment de mon enfance, ça me prend ce truc de stabilité, ce truc de... Voilà, quand j'aurai de l'angoisse, j'irai me réfugier là, et j'aurai pas, en fait, toute ma vie, je suis livrée à l'angoisse, parce que même si après ça va mieux, il y a quand même un truc que je ne pourrais pas reconstituer, en fait, parce que le temps de l'enfance, c'est un temps très particulier. C'est le temps où je me construis mes bases. Et alors, j'aurais des ressources, par contre, une résilience, une capacité à sortir de choses difficiles. Mais ce moment de joie, je ne l'aurais pas. Je propose juste de nous retourner vers les personnes qui sont derrière leur écran. Donc, on a eu pas mal de réactions, notamment de Yvan Dupont et Aurélie Vérité, qui doit également faire partie de l'association Les Papillons. Donc, il rappelle que Laurent Boyer, le président, a écrit un livre qui s'intitule « Tous les frères font comme ça ». Un autre livre à lire, Jean-Marie. Est-ce que l'un de vous deux veut bien nous présenter l'association Les Papillons? Donc, c'est vrai que Lydie Le Poitvin, qui est la maire adjointe élue à la santé, handicap, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, nous a parlé de vous. Oui. Oui. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre en... C'est Aurélie, là. C'est vous qui parlez? Pourquoi pas. Allez-y. Oui, donc moi je suis bénévole pour cette association, donc l'association Les Papillons, qui a pour but en fait d'installer des boîtes aux lettres dans les écoles, dans les lieux sportifs, dans les périscolaires, etc. Tous les lieux où il y a des enfants, pour leur permettre justement de libérer leur parole par l'écrit cette fois-ci. D'avoir un outil en plus pour que les enfants puissent parler. Il y a plein de choses qui m'ont beaucoup interpellée. C'est vrai que c'est très important pour les enfants d'avoir un autre biais
que les parents ou l'école, parce qu'il y a beaucoup de questions de harcèlement aussi, ça c'est un autre problème, mais voilà, qu'ils puissent avoir un autre outil pour s'exprimer. La libération de la parole, c'est vraiment, je pense, le plus important. Et surtout, ces questions de libérer la parole le plus tôt possible. Ces questions d'éducation pour éviter, voilà, j'ai entendu que la sidération était moindre quand l'enfant était informé et éduqué. Donc, dans le cadre de l'association, nous, on va dans les écoles avant l'installation des boîtes aux lettres pour présenter aux enfants le principe et puis pour leur diffuser un film sur toutes les violences qui peuvent être faites aux enfants. Et souvent, les enfants ne sont pas au courant qu'ils subissent des violences. Vous en parlez très bien en disant que tout ce processus de l'amour, de la famille, etc., les enfants ne savent pas qu'ils subissent des violences et ils font des retours très marquants à ce sujet-là. Voilà. Merci. De rien. Monsieur Dupont, vous vouliez rajouter quelque chose? En fait, il y a aussi un mécanisme chez les enfants de psychologie qui fait qu'ils oublient à un moment de temps ce qu'ils ont subi. Et c'est des années, voire des dizaines d'années plus tard qu'ils se rendent compte quand là, il y a prescription. Et c'est quelque chose de traumatisant. Enfin, dans les formations que nous on fait au Papillon, on a des témoignages comme ça qui sont très bouleversants. Des gens qui ont 35 ans, des choses comme ça, qui reconnaissent avoir été victimes d'inceste il y a quelques mois auparavant. Et il y avait plein de choses, plein de mécanismes, plein de rejets, de blocages sur un tas de choses dans leur vie jusqu'alors qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Clémenceau, c'était savoir comment vous contactez l'association Les Papillons sur Cherbourg ou dans le coin. Il suffit de… Oui, ben, on retrouve nos coordonnées. Enfin, je pense que c'est Aurélie qui gère la page Facebook de l'association pour la Manche. J'ai remis Vous avez dans le chat le lien vers… oui. Oui, vers l'association nationale, voilà. Oui. Après, il y a une page Facebook, effectivement, pour la Manche, où on peut écrire directement à la référente départementale. Très bien, merci. Ça fait longtemps que vous êtes créé, l'association? Alors, l'association au niveau national, elle n'a que 2 ans. Donc, on est en train de mettre en place beaucoup de choses. Mais ça démarre très bien. Il y a déjà plus de 70 boîtes aux lettres en tout sur le territoire. Ben merci, oui, parce que c'est une autre manière de libérer la parole. C'est ça, c'est un outil supplémentaire. Oui. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Donc, c'est par l'écrit. Les enfants écrivent un mot. Oui, ils écrivent, oui. Ils peuvent dessiner, bien sûr. Voilà, exactement. Très bien, merci. Est-ce que je peux préciser que notre mission n'est pas de traiter, on n'est pas formé pour ça, on ne traite pas les cas de souffrance directement, c'est-à-dire que nous, on est un relais, on relève les boîtes et après on informe les professionnels. Bien sûr, oui. Chien de personne, hein, c'est la grippe, etc. Enfin, voilà. Oui, vous êtes un maillon. Le procureur, suivant l'importance. D'accord, merci, oui. Vous êtes un maillon supplémentaire dans la chaîne d'information et dans le passage de la parole par… Ok, tout à fait. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui nous écoutent? Oui, parmi les personnes dans la salle? Juste, en fait, j'ai eu aussi la chance de passer et d'obtenir un brevet d'éducateur sportif. Et je me rappelle de ce truc-là qui est essentiel et qui va bien. Voilà. Les adultes se comportent comme ils se comportent, mais ce que j'avais appris, moi, dans la pédagogie, dans la transmission, dans l'éducation des disciplines sportives, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et je pense qu'on fait cette grosse erreur d'approche, elle est commune, enfin, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire, ça reste du coup très vrai. En fait. On peut oublier. Oublié, en fait. Vous avez une question? Une remarque? Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que Jean-Marie, il y avait une question sur Oedipe, mais je pense que ça a été à peu près répondu. C'est juste peut-être sur Oedipe.
quand même le problème d'Oedipe, c'est qu'ils n'ont pas voulu le voir. C'est-à-dire que s'ils avaient accepté ce que disait l'oracle, en fait, si voilà, ils avaient reçu ne serait-ce que la parole de l'oracle, en fait, on n'en serait pas arrivé là. C'est que du coup, ils le collent en famille d'accueil pour éviter que ça se produise. Et puis, lui, il veut échapper à ça. Et à la fin, il finit par se crever les yeux. On est quand même tous sur une histoire où personne ne veut rien voir dans tout ça. Et enfin, là encore, hein, on dit c'est le premier inceste, mais c'est surtout le premier déni de l'inceste. En fait, c'est le premier refus de cette question de l'inceste, quand même. Oui, c'est sans doute pas le premier inceste d'ailleurs, puisque voilà. Comme le dit Jean-Marie, visiblement, malgré que ce soit un tabou et un interdit, ça c'est répandu quand même. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment la preuve qu'il y a un déni autour de ça. Bon, merci à vous d'avoir été présents. Et puis, on vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, ce soir à 18 h dans la même salle. Si vous voulez venir sur place, c'est possible, puisque la salle peut accueillir 30 personnes. Pour une conférence, là, vraiment, avec la parole de Julie Soustre autour de la fatigue pandémique. Et il y aura aussi une intervention de Véronique Delépine dans la foulée qui présentera aussi le point écoute au fil de l'eau, qui peut répondre pour certaines personnes à cette fatigue qui nous emporte. Voilà, j'espère que vous serez là ce soir aussi. Quoi vous dire d'autre? Bon appétit. À bientôt.